Pour ceux qui ont encore un peu de courage, là, je vous propose de parler d'un sujet qui est absolument clé, critique. On a dit qu'on ne parlait pas de technologie, mais on va un peu en parler, mais dans un environnement très particulier. Est-ce que le digital peut-il nous aider et peut-il aider, en termes de santé publique, peut-il aider les Français et leur santé mentale? Est-ce que le digital est un super-héros? Peut-il devenir un super-héros de notre santé mentale? Donc pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je suis Pascal Bécache, je suis cofondateur de Digital Pharma Lab, qui est un cabinet de conseil en innovation numérique en santé. Et j'ai également la joie, pour ceux qui étaient là hier soir, d'être organisateur avec Made in Tex de la soirée des trophées de Made in Tex. Et donc, c'est le moment d'accueillir sur scène notre panel. Et vous allez voir que c'est un panel extrêmement relevé. Cindy Pagès, Oriane Gian, qui viennent exprès de Lyon. Palmyre Roy, qui vient de Paris, voilà. Eline Farah, qui vient du ministère. Et Julien Smadja, qui se présentera et qui vient aussi de pas très loin. Alors, on va faire très simple. On va commencer par une petite introduction de chacun de nos invités. Et puis, je vous promets qu'on va essayer de terminer 17h, 17h05 pour pouvoir laisser la place à la table ronde suivante. Donc, ça va être animé. Et on est parti. Alors, on va commencer par Cindy. Cindy, bonjour. Petite présentation Pascal, en 30 secondes. Merci pour l'invitation. Donc, Cindy Pagès, je suis directrice adjointe au Vinatier Psychiatrie Universitaire Lyon Métropole. Et j'ai deux casquettes, on va dire, dans l'hôpital. Je m'occupe de la stratégie médicale et de l'offre de soins, d'une part. Et d'autre part, je suis directrice de la recherche clinique et de l'innovation. Voilà, une véritable hospitalière qui sait de quoi elle parle, contrairement à nous, quoi. Alors, ensuite, Oriane Gian. Donc, bonjour à toutes et à tous. Oriane Gian, je suis la coordinatrice d'un tiers-lieu d'expérimentation labellisé France 2030 qui est spécialisé en santé mentale et qui est notamment coporté par le Vinatier et deux autres structures dont je vous parlerai prochainement. Merci Oriane. Donc Digimentalie, très belle réussite. Et à côté d'elle, un autre tiers-lieu en psychiatrie, Palmyre. Bonjour à tous, Palmyre Roy, responsable d'un tiers-lieu, le tiers-lieu Manic au sein du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, donc aussi en santé mentale, coporté par le GHU en chef de file et 8 partenaires, dont je vous parlerai plus tard. Voilà, donc ça se passe à Sainte-Anne, hein, c'est ça? Voilà, à côté, la direction du numérique, la délégation du numérique en santé, Lynn. Bonjour à tous, oui, merci beaucoup. Donc, je suis Lynn Farah, je suis directrice du grand défi sur le numérique en santé mentale et celui sur le numérique et bien vieillir. Et je m'occupe également des sujets d'intelligence artificielle en santé au sein de la délégation au numérique en santé au ministère de la Santé. Voilà. Et enfin, Julien Smadja. Bonjour Pascal, merci pour l'invitation. Donc moi je suis psychiatre et j'ai une double casquette puisque je coordonne un cabinet pluridisciplinaire à Paris de gérontopsychiatrie et je conseille une start-up qui s'appelle Emobot et qui est spécialisée en santé mentale dans la détection des variations d'humeur et l'identification dans les troubles dépressifs récurrents et les troubles bipolaires. Donc on se prend en photo et on voit les variations, c'est ça? En film? La technologie, à travers la reconnaissance faciale des émotions avec la webcam de caméra ou du smartphone, permet de faire un suivi longitudinal de l'émotion quand on a un nombre d'heures d'exposition suffisante par semaine. Ok, bon très bien. Alors je vais arrêter de regarder mon téléphone. Donc Cindy, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on commence avec vous. Quand on a préparé, vous m'avez dit, et ça m'a vraiment beaucoup marqué, du coup je les ai notés, il y a 3 révolutions. Est-ce que vous pouvez nous parler des 3 révolutions en psychiatrie? Parce qu'effectivement, le digital c'est au service du soin dans nos hôpitaux de santé mentale. Et effectivement, ce digital, il va nous aider, il va nous accompagner dans 3 grands types de transformations majeures auxquelles on fait face en psychiatrie. La première révolution, c'est celle de la mobilité. On a vu un développement sans précédent des équipes mobiles
nos soignants soignent de plus en plus dans le milieu de vie du patient. Ces interventions sont complexes et demandent une organisation vraiment très millimétrée. Pourquoi ? Parce que on intervient souvent sous un style de case management avec un soignant référent. Donc il faut organiser le fait qu'il y ait régulièrement l'intervention de ce référent, mais on intervient aussi en multidisciplinarité, on intervient aussi de façon variable, et puis on intervient sur un territoire qui est grand. Et cela, pour l'instant, on le fait avec des outils qui n'existent pas. On fait de l'Excel. Et c'est vrai que les outils digitaux pourraient fortement nous aider à optimiser ce soin à domicile, où quand on est à domicile, on n'a pas nos outils de soins habituels, on n'a pas nos logiciels habituels. Donc on a besoin de nouveaux outils. Donc ça, c'est la première révolution. C'est un peu comme d'autres disciplines de la médecine, c'est ce qu'on appelle le virage domiciliaire, d'une certaine façon. Oui, tout à fait, exactement. Alors l'ambulatoire, en psychiatrie, on est habitué à être en extra-hospitalier, mais là, on franchit une étape qui est majeure en psychiatrie, c'est d'intervenir, d'observer les conditions de vie du patient, son entourage, comment il se comporte chez lui. Deuxième révolution ? La deuxième, je dirais, c'est l'essor de la psychiatrie de précision, c'est-à-dire une médecine davantage personnalisée, qui va intervenir de façon précoce, où on va devoir détecter de façon précoce les signaux faibles, ce qui peut nous interpeller, gérer les alertes avant que le patient ne décompense. Et pour gérer toute cette foule d'informations, de paramètres, de marqueurs, on a besoin du digital, parce que le cerveau humain, il est limité, il ne peut pas tout monitorer. Et la télépsychiatrie, parce qu'on parle maintenant de télépsychiatrie, je pense, nécessite aussi des outils nouveaux. Et je pense que les outils d'intelligence artificielle peuvent nous aider à aller plus loin sur ce soin en télépsychiatrie, donc télésurveillance, téléconsultation. On a besoin du digital. Alors, la troisième révolution m'a encore plus surpris que la télépsychiatrie. Je voyais bien la mobilité, déjà, ça m'avait un peu surpris. Mais alors, la troisième m'a carrément interpellé. Tout à fait. Donc là, il s'agit de promouvoir ce qu'on appelle le paradigme du rétablissement, c'est-à-dire que le patient mobilise ses propres ressources. Et pour cela, on voit se développer de façon vraiment très importante les soins de psychoéducation, c'est-à-dire des démarches d'éducation thérapeutique qui permettent aux patients un maximum de pouvoir d'agir. De s'appuyer sur ces soins. Ces soins, ils sont chronophages quand il s'agit de les faire de façon personnalisée avec un soignant. Ils sont actuellement peu reproductibles à la maison parce que ils se font dans une relation de soins classique. Et il me semble que le digital peut nous apporter beaucoup, déjà pour digitaliser les supports. Transporter aussi son programme de psychoéducation avec soi. Il me semble absolument essentiel que le digital vienne au service de ces soins de psychoéducation. Et puis un dernier exemple, c'est ce que nous permet par exemple la réalité virtuelle, mettre en immersion le patient face à des situations de stress, s'entraîner, on parle beaucoup d'entraînement des habiletés sociales, notamment en psychiatrie, et le digital est très très prometteur de ce fait. Bon merci beaucoup, vraiment, vous avez posé un cadre que je trouve très stimulant et en même temps très pragmatique. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on demande d'abord à Oriane ou à Palmyre, laquelle veut commencer, des exemples très précis dans votre tiers-lieu. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le tiers-lieu, par exemple, à Digimentaly. Et puis, avant de repasser la parole à Palmyre, on demandera à Aline son avis. Très bien. Alors, nous, au sein de Digimentaly, donc, on a un consortium de 3 acteurs sanitaires et médico-sociaux de la métropole de Lyon.
Donc voilà, on va pouvoir accompagner des projets dans le champ de la santé mentale et du handicap psychique. Ce qu'il faut noter, ce qui est intéressant au sein de Digimentalis, c'est la variété des typologies de projets qu'on accompagne. On accompagne à la fois des projets internes, c'est-à-dire ce sont des projets qui sont portés par les professionnels de nos établissements, ou bien des projets externes qui sont alors portés par des startups ou encore par des associations de personnes concernées. Alors je vais peut-être essayer de donner un exemple pour chacune de ces typologies et qui feront écho avec les propos de Madame Pagès. Actuellement, on accompagne justement au sein de Digimentalis un projet interne pour développer une solution numérique pour les équipes mobiles et les hôpitaux de jour qui permettra finalement d'optimiser la coordination des agents qui pourront avoir une vision exhaustive des patients suivis par l'équipe et ce qui permettra notamment de leur faire gagner aussi du temps pour consacrer davantage de temps aux soins. Donc ça, c'est le premier projet qu'on accompagne. On l'accompagne depuis le stade de l'idée, donc sur les phases de co-conception, jusqu'à la rédaction du cahier des charges, voilà, en termes très pratico-pratiques. Un autre projet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le projet qui s'appelle La Tribu Vagabonde, qui est porté par une association de personnes concernées, un GEM, donc un groupe d'entraide mutuelle. Et il s'agit ici d'une application mobile qui vise à pouvoir maintenir le lien social entre les utilisateurs, à diffuser les informations concernant les prochaines rencontres du GEM et surtout à assurer une veille bienveillante entre les adhérents du GEM. Et ça, c'est vraiment un besoin terrain qui est venu de cette association de personnes concernées parce que sur le territoire du Nord-Isère, les rencontres effectuées par le GEM sont parcellaires et donc l'idée, c'est de permettre justement de maintenir ce lien et d'assurer cette veille entre membres tout au long de leur parcours de soins. Ce qui est très impressionnant par rapport à ce que vous disiez, Cindy, hein, c'est que là, c'est une mise en application très claire. Et puis alors, très locale, finalement. Le Nord-Isère, hein, c'est pas l'Ouest-Isère ou l'Est-Isère, c'est le Nord-Isère. Et ce qui est très intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on les a accompagnés également depuis le stade de l'idée, donc surtout autour des phases de co-conception, qui ont mobilisé une quinzaine de personnes concernées, donc directement venant du GEM, pour répondre à leurs besoins très pratico-pratiques du terrain. Donc là, on est sur 2 projets qui émanent vraiment de besoins terrain très concrets. Et puis peut-être le troisième projet dont je peux parler, c'est le projet TIA Suivi, qui est développé par la start-up TIA Santé Mentale, que vous pouvez trouver ici à Made in Tex. Elle a même gagné un prix hier soir au trophée Made in Tex, donc vous pourrez les féliciter. Félicitations à eux. Et TIA Santé Mentale, c'est en fait l'une des 3 start-up lauréates de notre appel à projet, de notre dernier appel à projet. Donc TIA Suivi, c'est une solution de télésurveillance pour les patients sous antidépresseurs. Et l'idée va être de pouvoir finalement collecter des données régulièrement via des questionnaires à remplir par les patients, ce qui va permettre aux praticiens de pouvoir suivre l'évolution de leurs patients, justement de pouvoir réagir rapidement en cas de signe de rechute. Donc l'objectif de l'application, il est vraiment d'améliorer l'observance au traitement, d'optimiser la relation praticien-patient et de prévenir finalement les rechutes. Excellent. Ben, merci beaucoup. C'est effectivement très pratique et très pragmatique. Alors, avant de passer à Sainte-Anne, je vais demander à Aline, bon, vous m'avez dit, ouais, les super-héros, c'est pas le digital. C'est qui ? Alors effectivement, moi c'est peut-être plus philosophique comme approche, mais je pense que je vais remettre un peu cette phrase et cette devise qu'on a au sein de la délégation numérique en santé. Nous, on met le numérique au service des usagers, des patients, des aidants, des professionnels de santé. Et donc c'est vrai que quand j'ai vu la phrase d'accroche et le titre de cette table ronde, j'ai souri et je me suis aussi interrogée en me disant est-ce que c'est vraiment le digital qui est le super-héros de la santé mentale ou ce serait pas plutôt en fait ceux qu'on a autour de cette table ronde et puis un absent et notamment les patients et les représentants des patients et les aidants, puisque d'une part on va avoir nos professionnels de santé, donc là on en a un exemple, qui sont déjà en fait nos héros en acte sur le terrain et qui œuvrent tous les jours auprès des populations concernées, et puis d'autre part des patients qui pour certains avec le digital finissent aussi avec cette notion avec l'anglicisme empowerment, mais donc cette capacité d'agir. Peut-être que le digital peut accroître cette capacité d'agir, comme le soulignait Cindy à juste titre, et eux ils en deviennent de plus en plus en fait des héros et des acteurs de leur santé. Ça c'était le deuxième point. Et le troisième point, finalement le digital, dans cette métaphore un peu des super-héros et de cet univers un peu Marvel ou autre qu'on peut avoir, ce serait plutôt un outil, une sorte d'armure, et donc les concepteurs de solutions vont venir
outiller nos super-héros avec ces solutions digitales qui sont une alternative thérapeutique, diagnostique, de suivi à toutes les étapes en fait de la prise en charge du patient, de la prévention jusqu'à la prise en charge. Bon, alors vous me conseillez pour la prochaine table ronde de dire le digital, c'est les super-pouvoirs des super-héros, c'est ça? Alors, en tout cas, en partie, ça peut être des super-pouvoirs, et je trouve ça intéressant d'ajouter à cela que le digital, en fait, n'est possible qu'avec les concepteurs de solutions, les accompagnateurs, comme on peut en avoir l'exemple avec les tiers-lieux d'expérimentation, hein, qui permettent aussi de venir accompagner cette mouvance qui va de plus en plus vers la co-conception au départ de ces solutions avec les utilisateurs, jusqu'à l'évaluation aussi avec ces utilisateurs, et puis aussi tout l'univers un peu des financeurs, des pouvoirs publics qui vont mettre aussi à disposition des acteurs des appels à projets tels que celui du Grand Défi sur les dispositifs médico-numériques. Alors, on va en parler tout de suite. Tout à l'heure, dans une précédente table ronde que j'ai animée, on a parlé de financer les bons projets au bon moment. Je remarque au passage que dans cette table ronde, il y avait 4 hommes et une femme. Là, il y a 4 femmes et un homme. Donc ça va, j'ai à peu près rétabli. Mais quand on parle d'argent, c'est plutôt les hommes, et quand on parle de soins, c'est plutôt les femmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je vois des oui, là. Est-ce qu'il y a eu de l'argent dépensé par l'État dans les tiers-lieux d'expérimentation? Et est-ce qu'il y en a encore? Alors, sur l'argent dépensé, en tout cas sur les vagues de lauréats déjà présents, là on en a 2 exemples. Dans les cadres des tiers-lieux d'expérimentation, on a 37 tiers-lieux d'expérimentation qui sont en fait lauréats de cet appel à projet qui est tiers-lieu d'expérimentation en santé numérique, dont 3 sont dédiés un petit peu à cette thématique de la santé mentale et le numérique et la santé mentale. Et on a 2 beaux exemples sur la table ronde d'aujourd'hui. Et on a d'autres appels à projets ou d'autres modalités de financement qui sont en cours. Je parlais notamment de l'appel à projet du Grand Défi, qui est donc sur les dispositifs médico-numériques au service des patients et au service de la santé mentale des patients, qui est doté de 10 millions d'euros sur 2 vagues. Une première vague donc, dont la première relève était le 28 janvier de cette année, et donc on est en phase de présélection et de sélection des dossiers. Et une seconde vague qui donc permettra d'avoir une deuxième relève de projets dont la relève est prévue en septembre 2025 de cette année. Donc voilà, l'appel à candidature est ouvert pour les prochains lauréats. Bon, avis aux startups pour répondre, hein, parce que c'est le moment, hein, d'accord? Alors, je vais revenir à vous tout à l'heure, hein, mais je me tourne vers Julien. Donc, toi, tu travailles en milieu réel, comme voilà. Et en même temps, tu es Chief Medical Officer, je ne sais pas comment on dit, conseiller médical, d'une start-up. Alors, comment on arrive à concilier d'une part les deux, et comment ton expérience de psychiatre aide et dernier point, pourquoi cette start-up? Merci Pascal. Alors, au départ, ma mission de conseil, elle vient de mon expérience académique avant, puisque j'aide la start-up au design et à la mise en place des études, puisqu'il y a 8 études en cours pour 2025, dont une au GHU, pour valider l'outil diagnostic, mais qui est déjà déployé en outil de DTX, de thérapie digitale. Comment j'y suis arrivé? Alors j'ai peut-être lu trop de Marvel ou de science-fiction aussi pour avoir eu un attrait, mais comme beaucoup de gens pour l'innovation, la technologie. Et c'est une rencontre, un hasard, on va dire, la sérendipité peut-être qui fait que la start-up est venue toquer à ma porte. Mais cette start-up est venue rencontrer beaucoup de médecins et on a fité et on a commencé à réfléchir ensemble à la réalité de terrain. Et c'est vrai que je suis content, je vais amplifier les propos de Lynn Farah, remettre le patient au centre, avec l'idée en tout cas qui m'a séduit dans cette start-up qui donc est un outil un véritable holter émotionnel dans le temps. Ce qui peut manquer, le médecin manque de temps, peut ne pas voir son patient tout le temps, et puis il faut savoir qu'en entretien, il y a un vrai biais de restitution sur la façon dont on peut parler de son humeur et de son état émotionnel. On va être capable d'être précis sur les 3 derniers jours. Là, on peut avoir un monitoring sur des semaines ou des mois. Et là, j'ai vu alors un outil d'aide au diagnostic et un véritable outil d'empowerment, puisque, pour reprendre ce terme, bien qu'un peu à la mode, mais je trouve très judicieux en anglais, le patient peut avoir, comme il pourrait avoir un journal intime aussi, mais un outil d'objectivation de son état émotionnel et lui-même détecter
Et comme le disait Madame Pagès, on cherche à identifier les signaux les plus précoces de la rechute dépressive. Et il y a des personnes qui souffrent de troubles récurrents, de dépression sévère. La bipolarité est un enjeu très important. Tous les tips, toutes les astuces, tout ce qu'on peut donner aux patients pour identifier au plus tôt et soit adapter son traitement, soit mobiliser. Une espèce de biomarqueur digital alors ? On est dans cette catégorie-là. Donc voilà comment leur idée, leur innovation. Aussi, j'ai envie de dire, alors vous me coupez si je suis un petit peu long, mais la santé mentale, quand on va voir un professionnel de santé, parfois on confie la boîte noire et on se dit on ne sait pas trop ce qui se passe et vous allez lire les clés de mon état de santé. Là, c'est un peu le contraire, on est dans de l'explicabilité. Ce n'est pas une IA qui calcule tout un tas de paramètres qu'on ne comprendrait pas. C'est vraiment des courbes d'émotions qu'on peut comprendre, analyser, co-analyser le médecin, le patient, ensemble. Et avec l'humain, alors c'est peut-être la cape du super-héros, mais je crois qu'on est plutôt une équipe de super-héros, le médecin, le patient, et on s'est mis ensemble quelques artefacts pour avancer ensemble. Voilà. Merci Julien, j'ai beaucoup aimé. Palmyre, le tiers-lieu d'expérimentation MindLink, c'est un tout petit peu difficile à prononcer, il faudra simplifier ça. Le tiers-lieu d'expérimentation MindLink a été lauréat dans la deuxième vague. Ouais. Et donc, quels sont aujourd'hui vos projets, vers quoi vous vous dirigez ? Donc aujourd'hui, on a 1 an, on a 8 partenaires avec le GHU pour MindLink. Donc on a autant des institutions hospitalières qu'ambulatoires. On a des experts du numérique, de l'innovation et de la recherche en santé et des associations d'usagers. Et on accompagne, comme Digimentaly, autant des projets internes que des projets externes. Donc sur les projets externes qu'on accompagne depuis le début, on a une application de suivi pour des personnes concernées par des épisodes dépressifs. Donc beaucoup sur des soins supports, la méditation et à terme, on aura un outil d'évaluation. Donc on a travaillé longtemps entre la start-up et les médecins et aujourd'hui on va à la rencontre des usagers pour continuer la co-construction de ce dispositif. On a aussi un dispositif à destination de nos soignants travaillant de nuit pour pouvoir les accompagner dans la gestion de l'anxiété. Et sur des projets internes, on a par exemple notre CPOA qui est le centre d'urgence sur le GHU qui a une ligne d'écoute qui s'appelle Psy Île-de-France. Et il se trouve que sur cette ligne d'écoute, ils captent difficilement les 12-25 ans. Donc là, on commence à les accompagner sur la recherche utilisateur pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à accéder à cette jeune génération. Est-ce que c'est un problème de canaux de communication ? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas envie de parler directement à des professionnels ? Et donc, on les accompagne sur ce projet-là. Et puis, on a 2 autres projets aussi d'application. On en a un sur les TND, application de suivi pour faire du lien ville-hôpital. Grand sujet pour avoir un parcours de soins sans rupture, dont les tiers-lieux sont un des acteurs pour pouvoir mettre ça en œuvre. Et je pense que d'avoir déjà des acteurs différents au sein du consortium, ça aide à faire ce lien ville-hôpital. Et puis, une application de suivi sur le syndrome métabolique. Donc là, c'est les risques qu'il y a quand on a des pathologies psy qui sont encore plus doublées avec la prise de neuroleptiques. Et donc, il n'y a pas d'application de suivi en fait, de ce risque-là. Donc ça, c'est des projets en interne qu'on accompagne. Et d'autres bientôt qui viendront. On n'en doute pas, merci beaucoup. Alors, on vous a bien entendu, là, on a vu une application, on a vu des projets qui se lancent. Cindy, comment est-ce qu'on rentre ensuite ces projets-là, ces expérimentations-là, en routine avec les personnels de santé et les patients ? Parce que c'est très beau d'avoir des tiers-lieux d'expérimentation, mais comment on passe de l'expérimentation à la routine ? La routine, effectivement, c'est aussi un défi, finalement. Effectivement, l'outil digital ne fait pas tout. C'est une aide. S'il n'y a pas d'organisation mise en place en amont, si l'équipe ne s'est pas penchée sur la question, on a vite des outils en fait qui n'ont pas d'usage. Voilà. Donc nous, ce qu'on travaille, c'est effectivement cette notion d'usage, que la solution soit le plus adaptée possible au contexte d'utilisation, soit du patient, soit des professionnels. Et il est vrai que quand les professionnels
professionnels sont, où les patients sont associés le plus en amont possible du design de la solution, ça marche mieux. Voilà. Alors, il y a aussi un facteur qui est facilitant, c'est quand une équipe elle-même porte un projet et souhaite absolument disposer d'une solution numérique. Excusez-moi de la question, mais est-ce que c'est souvent le cas, ou est-ce que vous avez un peu de réfraction Non, dans notre établissement, en tout cas, on a énormément de personnes porteuses de projets. Et comme l'a dit Oriane, parfois il s'agit juste d'idées. On est au stade de l'idéation. Mais on a de nombreux professionnels médicaux ou paramédicaux qui ont envie de se lancer dans des solutions numériques. Donc je pense qu'on peut être optimiste sur le fait que ces outils vont être de plus en plus utilisés. Mais là encore, il faut vraiment que le travail soit fait avec une équipe. Le rôle de chacun très clairement défini, parce que le diable se cache dans les détails. Pour faire de la télé-expertise, ça semble tout bête. On appuie sur un bouton, on regarde. Oui, enfin, c'est qui va surveiller qu'il y a un médecin extérieur qui nous a demandé un avis, qui va faire le compte-rendu, qui va programmer peut-être le rendez-vous complémentaire avec le patient. Voilà, s'il n'y a pas d'organisation autour de l'outil, ça ne peut pas marcher. Digital, oui, mais process et organisation, oui aussi. Tout. Tu voulais dire quelque chose, Julien ? Pardon. Oui, quelques commentaires sur tout ce process et la mise en place. Du côté patient, j'entendais les applications et les questionnaires et beaucoup de projets portés par des hospitaliers. Et c'est vrai que les patients... sans ce cadre-là, le taux d'adhésion aux applications, quand c'est sur une démarche volontaire, faiblit avec le temps. Et là où il y a une innovation que j'ai trouvée moi intéressante avec la Emobot, c'est que c'est un suivi passif qui fait que même s'il y a une désadhésion, on a quand même des données de santé qui sont collectées, ou même si c'est par vague. Et ça, c'est une donnée intéressante, ou en tout cas, on espère prometteuse dans l'adhésion et la continuité. Et après, côté médecin, je suis assez actif dans un réseau de psychiatres de ville, donc qui n'est représentatif. On est quand même presque 800 maintenant. Et il y a un véritable enthousiasme. On a un groupe IA et santé mentale, et donc il y a une curiosité, il y a des testeurs. Bon, après, en médecine de ville, mais bon, comme à l'hôpital, plus ou moins, on est très occupé. Il faut que la solution soit pratique, utilisable. Alors c'est vrai qu'on passe par l'enthousiasme, au gré d'événements, parfois il y a le scepticisme quand on entend des histoires d'IA qui ne marchent pas, des hallucinations de GPT, etc. Côté patient, il y a toute l'hétérogénéité de gens moi j'ai des patients qui utilisent GPT comme thérapeute pour des raisons économiques, mais qui se sont confiés parfois plus qu'à moi pour des questions aussi de stigmatisation, même par rapport à leurs proches. Donc on est en train de vivre quelque chose de très... qu'on a encore du mal à définir. Mais voilà, j'avais ces deux remarques en termes d'adhésion médecin et patient. Merci. Alors, GPT, le super-héros. Lynn, est-ce que tu vas donner un peu d'argent à ChatGPT ? Non, c'était une blague. Comment... Mais peut-être aux médecins de ville, il ne faut peut-être pas les oublier. Comment on peut pérenniser finalement cet argent que vous dépensez à bon escient, je pense, et l'État met un peu les moyens. Comment on peut pérenniser les tiers-lieux ? Comment on voit bien, Oriane et Palmyre, ils mettent tout leur cœur, mais comment on peut pérenniser ça et comment on peut justement professionnaliser cette partie-là ? C'est effectivement une question et un enjeu qu'on a actuellement, mais qu'on a depuis le début finalement, en fait, du lancement des tiers-lieux, mais d'autant plus maintenant avec la troisième vague. Et plusieurs réflexions qui sont en cours sur la question du modèle économique, des propositions d'offres de services, de comment est-ce qu'on peut à terme proposer quelque chose qui soit dans un cercle vertueux à la fois pour les accompagnateurs, les tiers-lieux d'expérimentation, les utilisateurs des solutions, puisque c'est quand même ça la finalité, et les concepteurs de ces solutions qui viennent candidater à des vagues d'appels à projets qui sont sur une vague pour l'instant non pérenne et qui doivent à terme pouvoir essayer
de le pérenniser, que ce soit dans les modèles de financement, les modèles économiques qu'ils vont envisager, ou que ce soit aussi dans les futures modalités. On a beaucoup de solutions numériques qui n'ont pas vocation à devenir des dispositifs médicaux numériques, qui peuvent avoir déjà un accès au marché qui va permettre aussi de financer certaines étapes et de financer leurs accompagnateurs. D'un autre côté, on va avoir des phases réglementaires un peu plus longues pour les solutions qui vont être de type dispositif médical numérique, qui nécessitent un marquage CE et parfois passer par des phases d'évaluation par la Haute Autorité de Santé ou d'autres types d'organismes pour être validés d'un point de vue scientifique, d'un point de vue sur la sécurité d'utilisation, la performance clinique de l'utilisation. Et se pose la question en fait des modèles aussi médico-économiques pour pouvoir pérenniser cela. Et là, on est vraiment dans une phase où on souhaite générer les preuves médico-économiques de l'intérêt à la fois des solutions, mais aussi des centres d'accompagnement qui permettent de mettre ces solutions sur le marché. Donc il y a effectivement des réflexions en cours et des travaux, notamment avec l'ANAP qui accompagne les tiers-lieux d'expérimentation sur ces questions et qui analyse en fait l'ensemble des modalités financières qui sont actuellement proposées pour essayer de mettre un peu un partage d'expérience. Et je pense qu'il va être assez décisif, c'est ces rétex en fait, c'est partage aussi d'expérience entre les tiers-lieux d'expérimentation et les structures du même type, au même titre que des Living Labs qui ont aussi des modèles économiques intéressants sur lesquels on peut s'inspirer. D'accord, alors merci, donc plutôt optimiste. Est-ce que vous partagez cet optimisme, Palmyre et Oriane? Est-ce que voilà, ça reste le tiers-lieu d'expérimentation, c'est à la fois une aventure passionnante, mais c'est pas non plus très très facile de pérenniser justement, de trouver les ressources, etc. Comment ça se passe l'envers du décor? Mais positif toujours, hein. Je peux peut-être démarrer parce que nous on est lauréat vague 1, donc voilà, on a bientôt un peu plus d'expérience. On a 2 ans aujourd'hui, je crois, donc voilà, c'est vrai que c'est notre anniversaire au sein de Digimentaly. Donc globalement, voilà, l'appel à projet avait pour vocation de lancer ces tiers-lieux d'expérimentation. Donc nous, il nous reste 1 an pour effectivement trouver des voies de pérennisation. Comme tu le soulignais, Lynn, effectivement, on a tout ce travail qui est engagé par l'ANAP, ce partage d'expérience, trouver les modalités qui vont sûrement passer par peut-être élargir notre offre de services, trouver des nouveaux modèles économiques. Actuellement, on est confronté forcément à pouvoir à devoir mettre en avant la valeur ajoutée des tiers-lieux et l'importance, Pascal, vous évoquiez comment on permet après l'expérimentation une adoption de la solution, mais en fait l'adoption elle se prépare dès la co-conception et dès l'expérimentation, et je crois qu'on a encore un peu de travail à faire pour bien communiquer ces messages-là, c'est-à-dire l'importance de toujours associer le terrain, les professionnels, les personnes concernées, les aidants, pour co-construire les solutions, parce que ça va maximiser la chance d'accéder au marché et finalement aussi ça va favoriser l'adoption future dans le quotidien des utilisateurs. Donc ça c'est déjà un premier message. Et puis il faut aussi qu'on travaille directement avec ces porteurs de projets qui ont eux-mêmes leur propre réalité, leur propre temporalité. Et nous, on est vraiment à l'interface. Moi, j'aime beaucoup dire que Digimentaly, on fait le lien vraiment entre ces porteurs de projets, ces startups, et puis le terrain. Et ces 2 temporalités, ce sont des enjeux totalement différents. Donc, c'est tout ce travail-là, effectivement, qui est engagé. Donc, on espère que, voilà, au bout de ces... Surtout pour les lauréats vague 1, où on essaye aussi de tracer ce chemin-là. Il nous reste 1 an, donc voilà, il y a plein de perspectives qui s'offrent à nous. Je ne sais pas ce que côté vague 2, comme ça fait 1 an, alors qu'est-ce que vous en dites, Palmyre, vous, après 1 an? La question se pose aussi pour nous, alors de manière moins pressante. Je pense qu'on a effectivement encore à gagner sur le fait de travailler vraiment sur une question de conception des usages qui ne soit pas seulement de la recherche clinique et médicale, que en fait un dispositif, quand il est validé cliniquement et médicalement parlant, ça ne veut pas dire qu'il va être adopté par la suite. Et donc je pense que les tiers-lieux ont vraiment une valeur ajoutée à apporter sur ce point-là. À 1 an d'ancienneté, c'est difficile de dire qu'on a assez créé de valeur pour pouvoir convaincre. Donc pour Mimic, je pense qu'on est encore dans cette course à la création de la valeur pour pouvoir convaincre que ça vaut vraiment la peine, et on réfléchit à cette pérennité. Bon, alors on vous attend l'année prochaine, Palmyre, et vous viendrez nous dire comment ça a fonctionné.
Et peut-être que Lynn vous aura redonné un peu d'argent, qui sait. Ouais, après, Cindy. je voulais compléter, je pense qu'il ne faut pas non plus tout attendre du national et tout attendre voilà, de crédits qui, de toute manière, auraient du mal à être pérennes. Hein. À un moment donné, se posera quand même la question d'asseoir définitivement ce dispositif. Et je pense que les hôpitaux ont un rôle à jouer parce que ces tiers-lieux d'expérimentation, ils créent de la valeur pour la solution numérique, pour la start-up, hein, c'est leur but, mais ils créent de la valeur aussi pour les hôpitaux eux-mêmes, parce que ils changent aussi notre façon de travailler. Quand on travaille en mode Living Lab, quand on fait tester des solutions, quand on convie des professionnels, des patients à nous faire part de leur retour d'expérience, ça change aussi nos rapports entre nous, entre les professionnels. Hein, on casse les codes de l'hôpital qui étaient très hiérarchiques et on assoit finalement une façon de travailler ensemble, de manager qui est beaucoup plus horizontale, beaucoup plus participatif et qui crée de la motivation. Et quelque part, ces tiers-lieux, ils participent directement ou indirectement à l'attractivité de nos établissements. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. On a aussi, les directeurs d'hôpitaux, il faut aussi qu'on s'interroge sur le fait un peu de mettre à contribution aussi peut-être nos ressources, en partie, hein, pour pérenniser ces dispositifs qui nous sont tout autant précieux qu'ils le sont aux startups. Absolument, merci. J'ai toujours pensé que le digital a amené beaucoup de choses, mais en particulier un changement managérial considérable, et vous venez de le souligner avec force. Je reprends ce que vous avez dit, Lynn. Je connais beaucoup de psychiatres. Il y en a dans cette salle. Je les remercie beaucoup parce que c'est des véritables héros et héroïnes. Et je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette table ronde. Je pense qu'on peut applaudir notre panel.